Alors, bienvenue sur ce webinaire sur l'impact des paramétrages sur le calcul des rotations dans Molflow. Comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions dans le chat et je tâcherai d'y répondre en fin de présentation. En ce qui me concerne, moi, c'est Sébastien Faure, donc je suis ingénieur application chez Applicit depuis maintenant 3 ans. Mon parcours professionnel étant celui d'un ingénieur simulation au sein de l'industrie automobile dans la société Autoliv. Et avant ça, j'ai eu à faire différents travails, notamment donc dans la société ABC Technologies au CACA en tant que metteur au point de moule, à Legrand en tant que monteur-régleur et en Plessis-Brenez en monteur-régleur également. Mon parcours scolaire étant, donc j'ai eu un diplôme d'ingénieur des mines en partenariat avec l'Institut supérieur de plasturgie d'Alençon. Avant ça, j'ai eu un BTS en plasturgie et avant ça, un bac pro en plasturgie. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant nos webinaires et nos différents événements sur la rubrique événements de notre site internet. Là-dedans, vous aurez donc accès à un calendrier. Sur ce calendrier, vous verrez donc toutes les dates qui concernent tout ce qui est formation inter-entreprise que l'on peut organiser, également tout ce qui est webinaire et aussi les journées d'événements comme par exemple le club utilisateur Molflow. Et également, sur ce même site internet, vous pourrez trouver dans la rubrique blog différents articles sur les différents logiciels que nous intégrons. Donc, par exemple, vous allez retrouver des trucs astuces sur l'utilisation de Molflow. Ça peut être également certains sujets sur la façon dont on peut lire les résultats. Également, vous trouverez des trucs astuces sur l'utilisation de Fusion 360 et d'autres logiciels aussi. Donc aujourd'hui, le webinaire, ça sera sur l'impact du paramétrage sur les calculs de retassure, du paramétrage donc des simulations. Il vient à la suite d'autres webinaires que l'on voit sur la liste. Si jamais vous avez un webinaire que vous avez raté et pour lequel vous souhaiteriez recevoir l'enregistrement, sentez-vous libre de pouvoir envoyer un mail au support@applicit.com. De cette manière-là, vous pourrez récupérer, on vous enverra avec plaisir les enregistrements des webinaires que vous avez manqués. Et également, donc, les 2 webinaires qui vont rester pour cette fin d'année, ça va être quelle nouveauté pour Molflow 2024. Donc ça va être en novembre de cette année. Et enfin, l'injection poudre, PIM, MIM et SIM, qui sera le dernier webinaire de l'année en décembre. Alors, au niveau du sommaire, nous allons faire une très rapide définition sur ce qu'est une rotassure, donc exactement ce que définir ce défaut de façon à pouvoir un petit peu mieux l'appréhender lors de la lecture des résultats de simulation. Ensuite, nous verrons l'influence du maillage sur le calcul des rotassures et sur le résultat estimation des rotassures dans Molflow. Après, afin d'essayer de déterminer ou de trouver une meilleure méthode pour déterminer quel est l'impact des paramètres process sur l'apparition des rotassures et sur leur impact, nous verrons que nous pouvons utiliser sur Molflow un outil de DOE qui va nous permettre de pouvoir déterminer l'impact de tous les paramètres d'injection et savoir quel est le plus impactant pour une pièce donnée sur l'estimation des rotassures et sur du coup leur intensité. Et enfin, nous verrons à la fin le rendu et comment peut-être exploiter le rendu réaliste de Fusion 360 pour le résultat des rotassures. C'est-à-dire qu'on va voir que sur Molflow, le résultat d'estimation des rotassures nous permet de visualiser la profondeur de ces dernières sur une pièce plastique. Néanmoins, en fonction de la couleur de la pièce, en fonction du galbe de la forme, en fonction du grainage, eh bien, on aura plus ou moins des rotassures qui seront visibles. Et cet outil de rendu va nous aider à savoir si concrètement la rotassure sera visible sur notre pièce plastique. Et enfin, nous irons sur la conclusion. Alors, définition des rotassures. Donc, un rotassure est un défaut d'aspect visible sur les pièces plastiques. Donc, ça va surtout se traduire par un aspect de profondeur visible sur la pièce et également que l'on pourra ressentir par exemple au toucher. Il est possible par exemple de voir une rotassure qui est très faible visuellement sur une surface de pièce. Néanmoins, vous allez passer votre main dessus et vous allez ressentir une profondeur au niveau de la surface. Et bien cela est une rotassure. Donc ça peut se voir sur n'importe quel type de pièce, que la pièce soit grainée, que la pièce soit lisse, brillante
ou qu'elle ait une coloration, une peinture, eh bien, le risque de rotature existe toujours. Et c'est donc un risque, un défaut qui sera surtout esthétique. C'est-à-dire que globalement, la rotature, elle va surtout impacter l'aspect esthétique de la pièce avant d'impacter l'aspect mécanique ou ce genre de choses. Donc, une rotature, elle va être formée due à la surépaisseur que l'on va avoir au niveau de notre pièce. Donc là, dans cet exemple, on a typiquement ce qu'on peut obtenir lorsque on implémente une nervure sur une surface de pièce. Lorsqu'on va implémenter une nervure, cela va provoquer une forte épaisseur, une surépaisseur dans la zone de jonction entre la nervure et la surface de base, et qui par conséquent va créer cette surépaisseur une tendance à avoir le cœur de la matière dans cette zone qui va refroidir un petit peu plus lentement. Et par conséquent, si elle refroidit plus lentement, eh bien, elle va provoquer un retrait plus grand, ce retrait provoquant ainsi cet affaissement de la surface que l'on va appeler donc rotature. Sur Molflow, ce qui va venir nous permettre de visualiser ces rotatures, ça va être deux critères. Le critère de mise en donnée. Donc là, dans la mise en donnée, je prends toute la mise en donnée de la pièce, c'est-à-dire le maillage, la géométrie de la pièce, ce qu'on a mis dedans, c'est-à-dire les alimentations, la thermique, les paramètres process. Et pour les propriétés matières, eh bien également, ça va être toutes les propriétés matières qui vont jouer sur l'impact de la rotature. Alors, hop. Voilà. Donc évidemment, au niveau de la géométrie de la pièce, pour essayer d'éviter les rotatures, il faut essayer au maximum de conserver une épaisseur qui est constante. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on va avoir un perçage, comme c'est le cas à gauche, forcément, si on perce seulement sur la pièce de la manière où on voit sur le schéma, eh bien cela va provoquer une rotature sur le contour de ce perçage. Or, si on optimise de manière à essayer de conserver une épaisseur la plus constante possible dans notre géométrie, eh bien cela va éviter de facto la présence de rotature sur le design de notre pièce. La modélisation également peut impacter grandement l'apparition d'une rotature. Donc là, sur cette pièce donnée, j'ai testé différentes mises en données, donc c'est-à-dire une mise en donnée avec seulement le point d'injection, une mise en donnée avec le système d'alimentation et une mise en donnée avec l'alimentation plus la régulation. Et donc ce que l'on peut constater avec ces différents niveaux de mise en donnée, c'est qu'au niveau du résultat, on va avoir différentes amplitudes de la rotature. Donc c'est-à-dire qu'avec seulement le point d'injection, on va avoir une amplitude maximale de rotature à 0,3 mm. Avec l'alimentation modélisée pour les mêmes paramètres et le même design, on aura une amplitude à 0,021 et à 0,027 et un modèle avec une alimentation thermique, nous aurons une rotature d'une profondeur de 0,026 mm. Donc ce que cela signifie, c'est que la qualité de votre mise en donnée va impacter ce résultat de rotature. Donc également, ce que l'on visualise aussi, c'est que l'apport de l'alimentation va être majeur dans le calcul de la rotature. Pourquoi? Eh bien parce que cet apport d'alimentation va nous permettre de prendre en compte tout ce qui est perte de charge dans l'alimentation, nous permettra également de prendre en compte un temps de compactage, un temps de maintien pour notre pièce qui sera un petit peu plus réaliste, notamment si on utilise des alimentations froides, car cela prendra en compte aussi le temps de gel du seuil, chose qui n'est pas accessible lorsqu'on va poser seulement un point d'injection sur le design de notre pièce. Et c'est pour cela eh bien, qu'on a une plus grande précision de l'estimation de la rotature lorsqu'on va implémenter une alimentation. Après, pour ce qui est de la régulation, sur cet exemple-là, on voit qu'il y a très peu d'impact, mais cela va surtout dépendre de notre matériau, de sa conductivité thermique, de ses valeurs de retrait. Et donc ici, sur cet exemple, ça a très peu d'impact. Néanmoins, le système de régulation peut également apporter un plus dans la précision du calcul des rotatures. En revanche, ce qu'on constate, c'est que sur les zones dans lesquelles on a une rotature, eh bien, le type de mise en donnée, celui-là ne va pas agir. C'est-à-dire qu'avec un point d'injection, avec seulement la modélisation du point d'injection, on est déjà en capacité de savoir où seront les futures rotatures sur notre pièce. Mais par contre, si on veut regarder l'amplitude de ces rotatures avec plus de précision, effectivement, là, il va falloir venir aller un petit peu plus dans le détail dans la mise en donnée du modèle. Enfin, ce qui va venir impacter aussi globalement les rotatures sur nos calculs de rhéologie, ça va être la propriété de la matière.
Donc les propriétés de la matière, on peut avoir un rapide tour de précision sur la qualité de la mise en donnée, de la définition de la rotature en utilisant l'indicateur de qualité du matériau. À ce titre-là, on va avoir 3 niveaux, le niveau or, argent et bronze, qui sera visible juste en bas du nom commercial de la fiche matière dans la barre des tâches sur Molflow. Et donc, on va avoir des petits logos qui seront représentés par des tâches, enfin des petits ronds, des petits cercles en or, en argent et en bronze, ce qui vont nous permettre de déterminer si la qualité de la matière est au top, donc dans ce cas-là c'est or, est correcte si c'est en argent, ou est basique si c'est en bronze. Et donc évidemment, plus on va avoir un matériau qui est mieux caractérisé, et bien plus on aura de précision dans tous nos résultats, et donc notamment celui de l'estimation des rotatures. Et aussi, lorsqu'on a donc une fiche matière qui sera caractérisée de manière un petit peu plus basique que l'or, c'est-à-dire par exemple en argent ou en bronze, eh bien c'est préférable de venir vérifier dans la fiche matière qu'est-ce qui est générique. Et dans ce cas-là, les données génériques que vous verrez, eh bien, ce sera les données génériques inscrites en rouge. Donc évidemment, lorsqu'on va parler de rotature, ce qu'il faudra surtout vérifier, ce sera si mon diagramme PVT, les coefficients qui le constituent, eh bien, sont caractérisés en rouge. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que le PVT, ce qui est donc le graphe pression, volume, température qui permet pression, volume spécifique, température, qui permet de calculer le retrait dans la pièce, notamment avec un maillage 3D, eh bien, si ces critères-là qui définissent ces courbes sont génériques, dans ce cas-là, les rotatures que nous verrons sur notre pièce seront génériques. Et également, voir aussi tout ce qui est conductivité thermique et chaleur spécifique, car cela va impacter bien le temps que va prendre la matière pour venir se refroidir, et par conséquent le temps que nous, on va pouvoir apporter de la pression durant le maintien. Et donc évidemment, ça va aussi impacter la qualité du résultat des rotatures. Maintenant qu'on a parlé de la mise en données globale, on va parler et se focaliser sur l'influence que peut avoir le maillage sur notre calcul de rotature. Alors, au niveau du maillage, j'ai réalisé 2 tests, un maillage sur une pièce, donc la pièce là toujours la même, la manette de Xbox. Nous avons testé 2 typologies de maillage, le maillage dual domaine et le maillage 3D. Donc pour cette pièce-là, le maillage 3D semble donner un impact des rotatures plus significatif et plus réaliste, c'est-à-dire qu'il va suivre un petit peu plus strictement tous les réseaux de nervures, les réseaux de bossage qu'on va avoir sur la pièce de l'autre côté. Alors, pourquoi? Car ici, ce que l'on va visualiser, c'est que le dual domaine va être moyennement adapté lorsque l'on va avoir des réseaux de nervures pour calculer et appréhender ce qui va se passer en termes de retrait. C'est-à-dire que le dual domaine, lui, va fonctionner très bien lorsqu'il a une identification des éléments vis-à-vis d'une surface par rapport à l'autre. Et donc, dès qu'on va avoir des problématiques de vis-à-vis, ce qui est le cas par exemple pour le sommet d'une nervure où on ne pourra pas visualiser l'élément vis-à-vis qu'on aura à la base de la pièce, eh bien forcément, on va venir mettre une approximation quant aux épaisseurs de la pièce à ce niveau-là sur le dual domaine. Et ça peut du coup engendrer des différences de résultats quant aux simulations et à une injection expérimentale. Là où le 3D, lui, vu qu'on vient venir mailler la pièce dans toute l'épaisseur, eh bien, on va avoir plus de facilité à détecter les phénomènes de rotation dus à des surépaisseurs, à des nervures, à des bossages. Donc néanmoins, il faut faire attention lorsqu'on visualise dans le dual domaine les statistiques de maillage. Par exemple, ici, les statistiques de maillage, eh bien, elles vont m'indiquer que au niveau de mes ratios d'aspect, de mes défauts de maillage comme les bords libres, les bords non manifoldes et notamment le pourcentage de réciprocité des éléments pour du dual domaine, il va m'estimer que la pièce est adaptée au dual domaine. Néanmoins, lorsqu'on regarde le résultat, on voit bien que les rotatures ici par rapport à ce qu'on a vu au 3D sont sous-estimées. Et donc ce qu'il faut faire attention, c'est que effectivement, globalement, ma pièce, elle est adaptée au dual domaine, parce que globalement, on retrouve des éléments, les éléments arrivent à retrouver leur vis-à-vis de l'autre côté de la surface lorsqu'on vient utiliser ce maillage dual domaine qui est un maillage surfacique. Eh bien, le problème, c'est qu'au niveau localisé des rotatures, eh bien là, ce n'est plus vrai. C'est-à-dire qu'en gros, le niveau de réciprocité qui nous manque pour atteindre les 100%, c'est-à-dire les 8% de réciprocité, elles sont focalisées notamment au niveau de mes nervures. Et donc là, globalement, on va avoir des résultats qui seront de qualité correcte lors de nos calculs de remplissage, de déformation, etc. Néanmoins, pour venir appréhender les rotatures sur les nervures en question, eh bien, ce sera un petit peu plus délicat.
Donc là, c'est pour cela également, on voit ici un diagnostic de l'épaisseur du maillage en dual domaine. Ce diagnostic d'épaisseur, on visualise que, eh bien, au niveau des rotations sur ma pièce, il ne voit pas de différence en automatique sur l'épaisseur ou la surépaisseur que va engendrer les nervures dues aux surépaisseurs qu'on va avoir entre la base de ma nervure et la surface de contact. Et donc ici, ce qui est nécessaire de faire lorsqu'on va absolument utiliser un maillage dual domaine pour calculer précisément les rotations, eh bien ça va être à la main de définir des épaisseurs surépaisses, un petit peu plus surélevées, à la base de mes nervures. Et de cette manière-là, on sera en capacité de pouvoir calculer correctement les rotations sur le maillage dual domaine. Également, j'ai réalisé un test, là plutôt sur du maillage 3D. Donc là, les rotations sur le dual domaine, le sujet a été évoqué. Donc maintenant, on va parler seulement pour le maillage 3D. Au niveau du maillage 3D, donc, on va avoir un impact du nombre d'éléments dans les épaisseurs dans une simulation qui va être complètement minime. C'est-à-dire qu'ici, à gauche, on visualise un modèle avec un nombre d'éléments dans l'épaisseur égal à 10. À droite, c'est le même modèle avec un nombre d'éléments dans l'épaisseur égal à 15. Et ce que l'on constate, c'est que l'impact qu'a le nombre d'éléments dans l'épaisseur dans le calcul des rotations est plutôt marginal. Donc certes, on va avoir quand même quelques différences, notamment au niveau des valeurs, mais au niveau des zones de détection des rotations, il n'y a pas vraiment de grande différence. Et pourtant, le temps de calcul a été largement augmenté. Donc ici, en tout cas la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que a priori le nombre d'éléments dans l'épaisseur pour le calcul des rotations pour un maillage 3D, eh bien, ce n'est pas obligé de venir l'augmenter au-delà de 10 éléments dans l'épaisseur. Ensuite, on va avoir la précision du maillage, mais dans le sens densité de maillage. C'est-à-dire qu'à gauche, j'ai laissé le maillage par défaut en 3D, et à droite, j'ai réglé un facteur d'échelle à 0,5. Donc, c'est-à-dire qu'à droite, on va avoir une longueur d'arête pour mes éléments 3D qui sont beaucoup plus fines. Et par conséquent, sur mon modèle, je vais avoir un nombre d'entités, un nombre d'éléments beaucoup plus élevé sur mon modèle à droite. Et ce que l'on constate, c'est qu'on est plus en capacité de venir distinguer précisément où seront mes rotations. Avec le maillage par défaut à gauche, on constate que sur une zone, on aura une masse. Dans cette masse-là, il y aura de la rotation. Dans cette masse-là, on va visualiser un affaissement de ma surface. Mais si on veut visualiser avec plus de précision, délimiter exactement où seront mes rotations pour qu'elles suivent notamment le réseau de nervures implémenté de l'autre côté, eh bien, il va falloir effectivement venir augmenter la densité du maillage. Donc là, la densité utilisée, comme je vous dis, est un facteur d'échelle utilisé à 0,5. Pour gagner plus de temps dans notre calcul, ce maillage, il est possible non pas de venir l'affecter de manière générale à 0,5 à 0,5 en facteur d'échelle, mais il est possible de venir localement raffiner la zone qui nous intéresse afin de mailler plus finement et d'être plus fin dans la détection des rotations dans les zones de la pièce qui m'intéresse. Or là, les zones qui m'intéressaient, c'était les deux surfaces de préhension de la manette. Et bien donc, j'ai utilisé un outil qui m'a permis de raffiner le maillage dans cette zone-là, de manière à avoir un temps de calcul qui reste acceptable, tout en ayant une précision maximale en termes de détection de la profondeur des rotations. Pour faire cela, il suffit dans un premier temps de venir sélectionner sur la CAO, avant de lancer le maillage, de venir sélectionner les surfaces que l'on veut venir raffiner durant notre maillage. Ensuite, dans l'onglet maillage, aller dans l'outil densité. Cet onglet densité va nous ouvrir la fenêtre que l'on visualise à droite, où on va avoir la possibilité d'ajouter toutes les surfaces sélectionnées dans un mesh control. Le mesh control, ça va être un contrôleur de mesh à part de notre maillage, de nos paramètres de maillage globaux, et qui vont nous permettre de raffiner toutes les surfaces sélectionnées plus précisément. Et donc ensuite, vous voyez, vous avez un onglet longueur d'arête. Et bien cet onglet longueur d'arête en millimètres, on peut venir le réduire. Donc par défaut, Molfo nous proposait une longueur d'arête de 1,61. Et bien moi, je l'ai réduit à 0,8, 0,7 mm, de manière à, seulement dans cette zone localisée, avoir un maillage beaucoup plus fin. Alors pourquoi utiliser cette méthode
plutôt que la méthode remesh, remailler la zone une fois que mon maillage dual domaine ou mon maillage 3D est terminé? Eh bien, tout simplement parce qu'au niveau de la qualité du maillage, eh bien, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus qualitatif que si on aurait laissé un premier maillage par défaut et ensuite remailler la zone sur le maillage alors généré. En faisant ce travail en amont de la génération du maillage, eh bien, ça permet d'avoir une qualité un petit peu plus grande de la surface maillée. Et donc on en arrive à cette conclusion-là où pour une mise en donnée avec un facteur d'échelle égal à 1, une mise en donnée avec un facteur d'échelle à 0,5 et une mise en donnée avec un raffinement localisé sur mes éléments de rotature, eh bien, on constate qu'on va avoir un gain d'1 heure de temps de calcul pour un calcul de remplissage, compactage, gauchissement. Donc voilà, c'est un gain qui est significatif et tout cela à l'aide du coup de l'outil de densification du maillage localisé que je viens de présenter. Maintenant qu'on a parlé du maillage, on va parler du paramétrage de notre process. Donc, c'est-à-dire comment détecter de la manière la plus facile possible quel est le paramètre process qui va venir influencer la rotation, la profondeur de la rotation sur ma pièce. Donc, la problématique qu'on va avoir ici par rapport au paramètre process, eh bien, c'est que cela va changer systématiquement en fonction de la matière utilisée, en fonction de la pièce utilisée, en fonction de la géométrie de mon alimentation, en fonction de la géométrie de mes nervures si j'ai un réseau de nervures, en fonction de la taille de la pièce. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer une règle unique en disant, par exemple, c'est la température matière injectée qui va impacter, qui sera le paramètre qui sera le plus impactant pour la visualisation de mes rotations. C'est-à-dire que pour chaque cas de figure, eh bien, le paramètre le plus impactant va changer. Et de manière à pouvoir l'identifier pour chaque cas de figure, on va avoir un outil, enfin pour chaque cas de figure rapidement, on va avoir un outil qui est disponible sur Molflow, qui est un DOE, donc un plan d'expérience. Ce plan d'expérience, il va nous permettre de détecter des paramètres, des critères de paramètres qui sont le plus impactants pour mes rotations sur ma pièce donnée. Cet outil donc de DOE, il est disponible dans la version, soit dans la version premium de Molflow Insight en licence réseau, ou bien il est disponible en licence nommée pour n'importe quel Molflow Insight en licence nommée. Donc les étapes pour mettre en donnée sont les suivantes. Dans la barre des tâches à gauche de votre écran sur Molflow, vous allez avoir un DOE. Si vous cliquez dessus, vous aurez la première étape qui est l'étape pour venir lancer ce plan d'expérience. Donc pour le lancer, là, vous allez avoir différentes options. Une seule variable, influence variable, réponse de variable, cube à face centrée, etc. Donc là, c'est à vous de déterminer quel est le plan d'expérience que vous souhaitez en fonction du nombre de variables testées. Donc vous voyez, il y a une définition en dessous de chaque plan d'expérience, ce qui vous permet de choisir facilement quel est le type de plan d'expérience que vous voulez utiliser. À la suite de ça, vous allez déterminer des variables. Donc les variables, ça va être les critères d'analyse de votre étude DOE. Donc c'est-à-dire que là, vous voulez tester dans l'exemple actuel, eh bien j'ai voulu tester l'impact de ma température matière, l'impact de mes températures de refroidissement sur mes rotations. Mais également, on aurait pu tester également l'impact du temps d'injection, l'impact du temps de maintien, l'impact d'épaisseur aussi. C'est possible de faire varier des épaisseurs sur un DOE. Donc voilà, c'est ici où on va déterminer nos critères d'analyse pour notre plan d'expérience. Après ça, on aura à déterminer le critère de qualité. Donc là, le critère de qualité, c'est-à-dire pour tous ces variables-là que j'ai déterminées en amont, je veux savoir quel est leur impact sur un critère donné. Et donc là, dans notre cas, vu qu'on va rechercher à connaître l'impact sur la rotature, eh bien, on va pouvoir cocher le résultat maximum sync mark depth. Et dans ce cas-là, eh bien, Molflow va lancer des itérations de manière à identifier parmi toutes les variables que l'on a déterminées en amont, quelle est la variable qui impactera le plus la profondeur de ma rotature. Pour information, on voit en bas à gauche de ma capture d'écran, nombre d'analyse 16. Donc, c'est-à-dire que là, en fonction du nombre de variables déterminées et du nombre de critères d'analyse, il va déterminer un nombre d'analyses à réaliser. Donc, dans notre cas, c'est 16. Donc, c'est-à-dire que pour aboutir à son DOE, il va lancer 16 itérations. Vu qu'on souhaite seulement connaître la profondeur de la rotature, ça peut être 16 itérations en remplissage compactage.
Et enfin, il va nous donner quel est le type d'option d'exportation que l'on veut, obtenir suite à ce DOE. Donc on peut soit conserver les fichiers de résultats. Donc si on conserve les fichiers de résultats, c'est-à-dire que tous les 16 analyses qu'il va lancer, eh bien on aura la possibilité de naviguer à travers les résultats de ces 16 analyses. Et également, on peut exporter un fichier CSV si on veut faire un petit peu plus d'exploitation via des feuilles de calcul. Après que le DOE se soit réalisé, on va avoir ce type de tableau dans lequel on pourra venir sélectionner l'analyse qui nous intéresse. Donc là, par exemple, on va voir la totalité des calculs qui ont été lancés avec tous les critères d'analyse. Donc là, on voit que Molflow, j'avais demandé à ce qu'il teste la température d'entrée de mon fluide caloporteur. Si on regarde la colonne un coup à droite, ça sera le temps d'injection. Après, la température d'injection, la température du moule, la pression à la commutation, le temps. Alors, est-ce que j'ai le temps de commutation? Non, j'ai que la. Si, j'ai le temps de commutation également. Donc là, il a lancé ses 16 itérations. Et donc ensuite, on va voir tout à droite notre résultat de profondeur des rotatures. Et donc, on va constater que certaines combinaisons provoquent des rotatures d'une amplitude plus grande en valeur maximale que d'autres combinaisons de résultats. Et donc là, dans mon exemple, sur l'étude numéro 6, eh bien c'est la combinaison de paramètres. Donc si j'injecte en 1,5 secondes avec 200 degrés de température d'injection et 30 degrés de température de régulation, eh bien j'aurai une profondeur de rotation maximale à 0,038. Là où toutes les autres itérations me donnaient des résultats un petit peu plus élevés. Et donc, suite à ça, je peux venir double-cliquer sur mon analyse numéro 6 et visualiser le résultat de cette analyse-là, dans sa globalité. Et ensuite, j'aurai un log, et dans ce log, je pourrai venir visualiser le pourcentage de paramètres, enfin le pourcentage d'impact de chaque paramètre sur la profondeur de ma rotature. Et donc là, par exemple, je vois qu'au niveau des paramètres qui sont les plus impactants pour la profondeur de ma rotature, eh bien, ça va être, dans mon cas ici, avec ma matière et sur ma pièce, la température du melt, donc la température de la matière, et également la pression de commutation, la pression pardon, de compactage. En revanche, on s'aperçoit que eh bien, le temps d'injection va impacter de manière très marginale, seulement 3% sur ma rotature, que la température du fluide caloporteur sur cet exemple-là eh bien, va représenter que 0,15% d'impact sur ma rotature. Donc ça veut dire que globalement, si je veux vraiment jouer sur la profondeur de ma rotature, je vais pouvoir influencer mon résultat, notamment en jouant sur ma température matière et le pourcentage de pression durant mon compactage. Donc là, on a fait un petit peu le tour sur l'outil qui permet de déterminer au niveau des paramètres process, donc le DOE, quels sont les paramètres qui impactent le plus la profondeur de rotature sur ma pièce. Maintenant, on va passer à l'analyse des rotatures via le rendu réaliste. Donc, comme je disais, les rotatures, on va pouvoir les visualiser en fonction d'un résultat qui est numérique sur Molflow. C'est-à-dire que le résultat estimation des rotatures va me permettre de visualiser sur ma pièce la profondeur des rotatures avec une valeur de profondeur en millimètres. Donc cette valeur de profondeur, en règle générale, on va dire que la rotature sera visible lorsqu'elle sera plus élevée que 0,02 mm. À partir de là, on peut considérer que ma rotature elle sera effectivement visible et qu'au toucher, je pourrais la ressentir. Néanmoins, ça ne va pas être vrai dans tous les cas de figure. Il suffit que ma pièce ait une couleur particulière, une couleur plutôt claire, ou alors que ma rotature soit sur un niveau où j'ai un galbe dans mon design, ou bien que je vais avoir un grainage sur le matériau de ma pièce, et bien dans ce cas-là, la rotature sera plus ou moins visible, et malgré les profondeurs, on peut avoir une profondeur très faible et avoir une rotature qui est intensifiée, dû par exemple à un grainage sur pièce. Et donc ça, c'est compliqué de s'en rendre compte avec le résultat estimation des rotatures sur Molflow. Et c'est pour cela que ce résultat, on peut venir l'exporter et l'utiliser sur Fusion 360. Donc Fusion 360, pour rappel, c'est une plateforme multimétier dans laquelle on va pouvoir faire de la reprise de CAO, notamment avec Molflow, et qui est offert, ou en tout cas qui est compris avec Molflow Insight. Donc
pour venir exporter notre résultat de Rotasure et l'importer sur Fusion, on peut ouvrir le résultat Rotasure en ombré. C'est bien ce résultat Rotasure en ombré qu'il va falloir exporter. Ensuite, dans l'onglet Résultats, on va pouvoir aller sur Exporter, Publier et exporter ce résultat sous fichier FBX. Le fichier FBX, c'est le fichier qu'on visualise en dessous, où ça va être un fichier maillé que l'on peut ouvrir donc sur Fusion. Et sur ce fichier maillé, on a géométriquement, sur notre maillage, la profondeur des rotatures. Et ensuite, sur Fusion, une fois qu'il est ouvert, on doit venir ouvrir l'outil de rendu. Donc par défaut, quand on ouvre Fusion, c'est sur l'outil de conception. Il faut switcher sur le module de rendu afin de réaliser du coup un rendu réaliste de mes pièces. Et avec ce rendu réaliste, on va pouvoir faire différentes mises en données et différentes mises en scène pour pouvoir mettre en valeur ou voir si ma rotature sera visible en fonction de différentes textures, en fonction de différents grainages. Donc là, par exemple, à gauche, j'ai testé différentes couleurs pour la pièce, blanche, jaune, noire et verte. Et on constate par exemple que le vert, on voit définitivement beaucoup plus la rotature que sur le noir ou que sur le blanc. Et ensuite, on peut créer également une vidéo avec une rotation de la pièce pour venir visualiser les rotations en fonction, sur une même image, de différents axes d'impact de la lumière. Alors évidemment, lorsqu'on peut faire une capture d'écran, ce qu'on voit sur la gauche, on peut également venir jouer sur l'arrivée de la lumière et ensuite on peut venir jouer sur l'axe de rotation de l'arrivée de la lumière pour voir si ma rotation sera plus ou moins visible en fonction de l'incidence de l'axe d'arrivée de lumière. Donc tout ça, c'est un outil qui se règle très facilement en trois. Il y a dans la barre des tâches de l'onglet rendu sur Fusion, on va avoir trois outils. Vraiment, juste un pour déterminer la texture, un autre pour déterminer par où arrive la lumière sur mon rendu et un troisième pour dire je lance mon rendu. Donc c'est un outil qui est très facile d'utilisation et qui permet vraiment d'apporter un plus lors de l'analyse des rotatures via les résultats rhéologiques de Molflow. Donc voilà, en conclusion de ce webinaire, j'ai donc présenté toutes les possibilités que l'on peut avoir quant à la visibilité des rotatures et l'impact du paramétrage sur le calcul des rotatures dans Molflow. Donc pour rappel, on a vu une définition des rotatures, on a regardé l'impact que peut avoir le maillage et la mise en données sur la visibilité des rotatures dans Molflow. Ensuite, on a vu comment, via un DOE, on peut déterminer le paramètre process qui est le plus impactant dans la visualisation de mes rotatures. Et enfin, je vous ai présenté le rendu et comment ce rendu réaliste peut être exploité pour venir visualiser un petit peu plus concrètement les rotatures, au-delà seulement donc de la profondeur indiquée dans Molflow, mais voir surtout en fonction de l'aspect, du grainage, de la forme, etc. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vais vous demander si vous avez des questions. Je vais regarder du coup le chat pour voir si vous avez des questions concernant l'analyse des rotatures. Alors, que voulez-vous dire par le niveau d'exhaustivité ne reflète pas toujours la qualité de la fiche matière? Alors, ce que je veux dire par... donc, merci pour la question. Le niveau d'exhaustivité ne reflète pas toujours la qualité de la fiche matière. C'est-à-dire que par moment, le niveau d'exhaustivité, il va indiquer une fiche matière qui va être, par exemple, en bronze. Donc on va pouvoir se dire, eh bien, à ce moment-là, le niveau de qualité est faible pour cette fiche matière. Or, si on regarde plus dans le détail la fiche, on peut s'apercevoir que tout est caractérisé, mais seulement que la fiche matière a été caractérisée, par exemple, au début des années 2000, en 2005, en 2006. Donc ça remonte à plus de 10 ans. Et par conséquent, Autodesk, il préfère dans ce cas-là l'identifier comme étant bronze, mais ça ne veut pas pour autant dire que les qualités de la fiche matière ont été dégradées. Normalement, si le grade n'a pas bougé depuis, eh bien, même si les datas sont pas récentes, elles restent les mêmes sur le matériau qui est toujours utilisé actuellement. Donc c'est pour ça que je disais que par moment, le niveau d'exhaustivité, pour les fiches matières, il ne va pas forcément refléter la qualité de la fiche matière. En gros, le niveau d'exhaustivité, s'il est en or, là, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de question à se poser, c'est que la fiche matière est de très bonne qualité. En revanche, si elle est en bronze, eh bien là, ça vaut toujours le coup d'aller plus dans le détail au niveau de la lecture de la fiche matière pour comprendre pourquoi elle est en bronze. Donc, est-ce qu'elle est en bronze parce qu'elle n'est pas récente? Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'au priori, ma fiche matière, elle est remplie au maximum.
ou est-ce qu'elle est en bronze parce qu'à l'inverse, il va manquer des données, ou alors on va utiliser des données génériques. Et dans ce cas-là, c'est toujours bien de se rendre compte de quelles données sont identifiées en générique et quelles données ne sont pas caractérisées, de manière à ensuite appréhender ça lors de la lecture de nos résultats. C'est ça ce que je voulais dire par rapport au niveau d'exhaustivité. Alors, dans le DO, peut-on spécifier une zone localisée pour la recherche de rotature à optimiser? Donc, pour cette question-là, a priori, je ne pense pas. Pour le critère de rotation, on va déterminer seulement le critère rotature et on va lui demander de rechercher un paramétrage qui me permet d'abaisser la valeur maximale de mes rotatures de manière globale. Ça serait un sujet à creuser, qu'on pourrait creuser via le support parce que ce serait peut-être possible de faire ça à partir d'une macro. Mais en tout cas, par défaut, c'est pas possible. Par défaut, le DOE, on va lui dire, bon, ben, tu me cherches un paramétrage qui me permet d'abaisser mes rotatures, et lui, il fera une recherche globale. Et donc ensuite, il va nous indiquer la combinaison qui permet d'avoir la valeur des rotatures globales la moins élevée possible. Euh... Oui, alors pour autre question, pour le résultat de DOE, c'est bien la valeur maxi calculée qui l'indique, ce n'est pas un moyen âge, mais bien un maxi. Alors oui, il me semble que c'est bien la valeur maximale dans le tableau qui va venir, qui l'indique directement. Donc là, par exemple, pour la rotature qui était à 0,035, 0,035, c'était bien la valeur maximale sur mon modèle dans l'ensemble de ma rotature. Ah ben ça c'est une bonne question. À partir de quelle profondeur une rotature est généralement visible en 3D, en dual domaine, en réalité? Et ouais, ben ça c'est toute la difficulté des défauts d'aspect. Parce qu'en fait un défaut d'aspect, ben déjà ça peut être un défaut qui est très subjectif, c'est-à-dire que pour deux personnes différentes et une pièce identique, une personne va voir un défaut d'aspect de rotation là où la seconde personne ne va pas l'avoir. Donc à partir de là, c'est déjà compliqué de venir déterminer le défaut d'aspect s'il est concrètement visible ou non de manière objective. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on dit en règle générale en formation, c'est que peu importe le maillage utilisé, 3D ou dual domaine, eh ben, la rotature elle sera visible à partir d'une profondeur de 0,02 mm. Après, et là où je suis d'accord, c'est que eh bien, la pièce, sa géométrie, sa couleur, son grainage, s'il en a ou pas, eh bien, va venir impacter cette visibilité de rotature. C'est-à-dire que c'est compliqué de venir dégager une règle générale dans tout ça. Et c'est là où moi, je trouve que l'outil de rendu a du sens. C'est parce que avec cet outil de rendu, on va pouvoir exporter notre résultat de rotature et venir visualiser concrètement avec la couleur qu'aura en réel ma pièce, l'éventuelle texturation qu'aura en réel ma pièce, si ma rotation aura un impact ou non sur mon design. Et c'est pour ça que je trouve que c'est peut-être un petit peu plus pertinent de faire ça que d'évaluer seulement avec la valeur estimation des rotatures, parce qu'effectivement, ça va être une valeur en millimètres, et ben, c'est compliqué de se dire ben, à partir de combien je serai visible sur ma pièce, sur mon modèle à moi spécifique, quoi. Alors bonjour, dans un cas plus extrême, comment identifier une bulle dans la pièce? Alors si par bulle dans la pièce, vous entendez une porosité due à une surépaisseur, dans ce cas-là, ça va être plutôt le résultat retrait volumique qui va vous intéresser. Donc c'est-à-dire que le résultat retrait volumique, vous serez en capacité de visualiser les zones à fort retrait. Et lorsque vous allez avoir un pic de retrait volumique dans une zone d'épaisseur de votre pièce, ça signifie que vous avez un fort risque d'avoir dans ce cas-là une porosité dans votre pièce. Donc c'est plutôt le résultat retrait volumique qu'il va falloir utiliser. Euh, alors, donc bonjour, merci pour cette présentation. Est-il pertinent d'utiliser le maillage 3D sur seuil carotte, bloc chaud pour affiner le résultat de rotature? Là, ça dépend. Avant, j'avais tendance à dire oui par rapport à ça, à dire ouais, effectivement, de toute façon, si on a un maillage 3D de notre alimentation, c'est toujours plus pertinent. Néanmoins, je sais qu'au club d'utilisateurs, Hervé Hetman
a fait une présentation quant à la mise en données de l'alimentation, et je sais que c'est pas aussi simple que ça de dire que globalement, si mon maillage, si mon alimentation est 3D, et en 3D, ça sera plus pertinent au niveau de mes résultats. Moi, j'aurais tendance à penser que oui, vu que l'écoulement, ben, il sera calculé en direct dans l'épaisseur et pas approximé via des éléments poutres. Néanmoins, c'est possible que ça soit pas vrai dans tous les cas. Donc ça, pour cette question plus spécifique, ben, je vous invite à vous rapprocher plutôt du support et venir nous redemander pour voir dans le cas spécifique comment on peut déterminer si c'est plus du BIM ou du 3D. Voir si vous voulez, je peux vous transmettre si je peux vous transmettre ben, l'atelier qu'avait fait Hervé quant aux alimentations, où là je pense qu'il y aura un petit peu plus d'informations vis-à-vis de ça. Alors j'ai perdu le fil des questions. Ok, c'est là. Euh, Alors, pour le DOE, comment intégrer le paramètre épaisseur et les parois de la paroi avec fusion? Modflow sait modifier les épaisseurs remaillées, la zone et le tout en automatique. Donc, pour cette question, donc effectivement, le DOE, on va pouvoir donner un paramètre d'épaisseur, mais par contre, c'est possible avec le maillage dual domaine. C'est-à-dire que si votre pièce elle est émaillée en 3D, il ne pourra pas venir modifier, enfin, les épaisseurs ne seront pas un paramètre, un critère d'analyse pour notre DOE. Par contre, si vous maillez votre pièce en dual domaine, vous pourrez identifier une surface d'épaisseur et lui dire, bon, ben, cette surface d'épaisseur, c'est l'un de mes critères d'analyse. Et dans ce cas-là, vous lui dire, bon, ben, mon épaisseur, vous la faites varier de 0,5 à 0,1 mm, de plus ou moins 0,5 mm. Et dans ce cas-là, ça sera un critère comme un autre dans son analyse de DOE. Euh, alors, OK pour les rotations à l'opposé d'une nervure, mais pour celles dans les parois épaisses. Et pour celles dans les parois épaisses. Je suis désolé, là je comprends pas la question. Le plus facile, c'est si ça correspond à un modèle ou à un problème que vous rencontrez actuellement, c'est nous envoyer un mail au support, puis je me ferai un plaisir de me poser sur votre modèle, moi ou un de mes collègues, pour pouvoir répondre plus précisément à votre cas. Autre question, est-ce que la densité du maillage a un impact sur la visualisation sur Fusion? Oui, tout à fait. Donc du coup, effectivement, vu que de toute façon en fichier FBX, c'est le maillage de Molflow qu'on va exporter pour l'exploiter sur Fusion. Par la force des choses, si le maillage est plus dense et donne une meilleure précision sur Molflow, eh bien au niveau de la visualisation sur Fusion, le maillage, vu que ça sera le même que Molflow, eh bien sera également plus pertinent. La visualisation des rotatures sera encore plus pertinente si on a un maillage plus raffiné lorsqu'on l'exploite en rendu réaliste sur Fusion. Ok, bon, ben, très bien. Merci pour toutes vos questions. Pour les personnes auxquelles je n'ai pas pu répondre, s'il vous plaît, n'hésitez pas à venir nous contacter au niveau du support pour qu'on puisse discuter plus dans le détail de vos questions spécifiques. Et sinon, ben, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de vendredi et à tous un bon week-end. Et je vous dis du coup à une prochaine fois. Au revoir.